Je vous propose d'attaquer nos travaux. Monsieur le directeur général, tout va bien? Très bien. Donc bienvenue, merci de votre présence extrêmement nombreuse pour notre Assemblée générale. Nous sommes dans la partie statutaire de notre réunion. Je crois qu'on a rarement été aussi nombreux pour une Assemblée générale, une partie statutaire. Donc n'hésitez pas à vous applaudir, ça va vous échauffer en plus, ça va être très bien. Merci à vous. Il faut dire que le rassemblement qui vient de se dérouler avec le mouvement des écharpes noires, espérant qu'il soit éphémère, que les réponses qui nous seront apportées répondront à nos attentes, y contribuent. Merci à vous d'être présents. Vous êtes ici présents et c'est vous qui avez raison. C'est nous qui avons raison de nous retrouver aussi nombreux. Nos travaux sont partis de façon extrêmement intense. Ce sera le congrès d'un nouveau record en participants, en nombre de tables rondes, puisque l'année dernière, nous avions déjà considérablement augmenté les rendez-vous. Nous étions à 39 rendez-vous, 39 tables rondes. C'était 10 de plus que l'année précédente. Et cette année, nous sommes à 43 tables rondes, avec des moments particulièrement importants, révélateurs, comme nos travaux sur le narcotrafic, sur la relance du Beauvau, de la sécurité des polices municipales, une coproduction entre l'AMF et le ministère de l'Intérieur. Et on l'appellera Beauvau, mais en fait ce sera le porte de Versailles, puisque ça se passera ici. Également, évidemment, la journée des Outre-mer hier, qui a été particulièrement puissante. Nous avons eu plus de 1000 élus ultramarins qui étaient présents hier à Issy-les-Moulineaux, et avec des témoignages et des propositions, et des expressions particulièrement fortes depuis nos Outre-mer, les Outre-mer, et un focus bien sûr sur la Nouvelle-Calédonie. Nous y reviendrons à plusieurs titres, mais c'est une fierté et une joie que de voir les Outre-mer avoir une telle voix par l'AMF et avec l'AMF et au sein de l'AMF, parce que c'est ça la République française aussi. Nous venons de vivre un moment exceptionnel avec ce rassemblement. Avant de transmettre la parole à Muriel Fabre, notre secrétaire générale, pour le rapport d'activité, vous dire qu'ensuite nous accueillerons sur cette scène Madame le maire de Paris, selon la tradition. Merci Anne Hidalgo de votre présence parmi nous, comme chaque année, fidèlement. Et nous aurons également, nous referons un point 2 ans après sur la situation en Ukraine. Nous sommes au 1000e jour de cette guerre, dont on espère qu'elle prendra un terme. Et nous accueillerons certains de nos collègues, maires ukrainiens, sur le front. Et puis, un moment auquel nous tenions pour amorcer une sorte de bilan et de perspective de la loi fondatrice de février 2005 sur l'insertion, l'accueil, l'intégration des personnes handicapées dans la cité. J'en dirai quelques mots aussi tout à l'heure. C'est pour nous majeur, et on aura des témoignages forts, vous le verrez, de personnalités porteuses de handicap et qui rappelleront nos exigences en la matière et notre action en la matière. Et puis, évidemment, tout ce qui nous permettra de faire entendre la voix des maires. Vous savez, c'est la magnifique phrase de Tocqueville, normand, mort à Cannes, grand penseur libéral, qui disait « C'est dans la commune que réside la force des peuples libres ». Cette phrase est sublime, cette phrase est magnifique, et nous sommes attachés à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. Et pour que puisse vivre la force des peuples libres, il faut que puissent vivre nos communes. Et c'est tout le message que nous passerons au cours de ces 3 jours. Vive les communes de France et merci de votre présence. Alors j'ouvre la session statutaire avec l'Assemblée générale de notre association et je passe illico presto la parole à Madame la secrétaire générale Muriel Fabre, sous vos acclamations. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Vice-président, Monsieur le Trésorier, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, eh bien, Monsieur le Président, nous avons cette année encore innové dans cet exercice de rapport moral
que je sais que vous attendez toutes et tous avec impatience, afin de le rendre plus captivant, plus séduisant, et surtout pour vous en présenter les principaux chiffres et éléments de l'activité foisonnante de l'Association des maires de France au travers d'une vidéo. Vidéo qui pourra bien sûr à loisir être réutilisée par l'Association des maires de France, mais également, chers présidents d'associations départementales, chez vous, lorsque nous pourrons y participer. Donc, avant de continuer plus longuement mes propos, je vous propose de la visionner. En 2023-2024, l'AMF a œuvré sans relâche pour défendre et faire progresser les libertés locales. Cela témoigne de notre engagement collectif au service des communes et intercommunalités de France. Tout au long de l'année, l'AMF et ses services ont été aux côtés de ses adhérents, apportant conseils, expertise juridique et soutien pour les aider à relever les défis de leur mandat. L'AMF a déployé tous ses leviers de communication pour porter la voix des élus et promouvoir ses positions auprès des pouvoirs publics et des citoyens, assurant ainsi une défense dynamique et visible des intérêts des communes et intercommunalités. Finances locales, intercommunalités, habitat, ZRR, exercice des mandats locaux, éducation, les services de l'AMF se sont mobilisés tout au long de l'année sur de nombreux sujets avec des avancées principalement obtenues au Parlement. Forte des propositions et des multiples remontées des communes et des EPCI adhérents, l'AMF a obtenu plusieurs avancées pour l'exercice budgétaire 2024. L'AMF s'assurera que le maintien dans le dispositif ZRR des 2200 communes qui devaient en sortir aura une traduction dans le PLF 2025. Défendant une intercommunalité de liberté, l'AMF a obtenu plusieurs avancées dans la loi. Dans la perspective des élections municipales de 2026, l'AMF a fait des propositions concrètes pour améliorer les conditions d'exercice des mandats locaux. Malheureusement, avec la dissolution prématurée de l'Assemblée nationale, plusieurs projets de loi ayant beaucoup mobilisé l'AMF ont été abandonnés. Le 105e congrès, qui a réuni l'année dernière plus de 10 000 élus locaux, avait permis de porter collectivement un message d'alerte sur les difficultés et de lancer un appel à un nouvel acte de décentralisation, de respect de l'autonomie financière et fiscale des collectivités et vers des relations de confiance avec l'État. La Voix des maires de France puise sa force dans le rassemblement des associations départementales présentes sur tout le territoire métropolitain et ultramarin. Avec les 102 associations départementales, l'AMF relaye les préoccupations et revendications de leurs adhérents, un réseau qui se renforce d'année en année. Face aux défis que nous rencontrons, nous sommes unis et souhaitons faire avancer le pays. Nous ne demandons ni traitement de faveur, ni consolation, mais simplement du respect et de la liberté d'agir dans le sens du mandat que nous ont confié les habitants. C'est à cela que les instances de l'AMF et les associations départementales se consacrent pleinement. Ensemble, nous sommes des pôles de stabilité de la République et la clé de voûte de la démocratie locale. Une vidéo qui vient donc évidemment en résonance aux propos liminaires que nous a fait notre président tout à l'heure. J'ai donc la charge, pour ma part, d'assumer la présentation que notre association vous doit dans le cadre de la tenue de notre Assemblée générale et que le président vous proposera d'adopter à l'issue de mon propos. C'est une obligation formelle, certes, mais en réalité essentielle, tant elle illustre l'intérêt et la puissance de notre association. Cette puissance repose d'abord sur l'adhésion de la quasi-totalité des communes de France et des intercommunalités. Cela rend le travail que nous faisons légitime et incontournable, d'autant plus que ce travail s'appuie sur l'engagement des élus au sein des 19 commissions permanentes et des 17 groupes de travail, et je pense qu'on peut les remercier pour cela. C'est aussi, merci pour eux. C'est aussi une véritable force de pouvoir débattre et de proposer ce qui forge les positions, les avis ou les communications de l'Association des maires de France, de pouvoir nous réunir et nous entendre sur une vision commune, indépendamment de nos appartenances politiques ou du territoire dont nous sommes élus. Vous conseiller, vous informer, vous représenter étaient les trois socles de ma présentation l'an passé.
Et ils sont toujours d'actualité, tant ils font notre engagement collectif et bien sûr l'engagement des agents de l'Association des maires de France que je tiens à saluer particulièrement. Merci au directeur général, au directeur adjoint et à l'ensemble des équipes pour leur travail remarquable au quotidien et dans les moments forts comme ce congrès et surtout leur professionnalisme. Nous le soulignons d'ailleurs régulièrement en bureau avec notamment la qualité des notes et des documents qui nous sont préparés. Mais ces agents, c'est aussi une force pour vous, mes chers collègues, dans vos démarches, demandes de conseils, car vous pouvez compter sur leur expertise, leur disponibilité constante et leur accompagnement. Et je pense que là aussi, on peut les remercier. Pour parler plus particulièrement de l'action de notre belle association, au-delà des éléments chiffrés, je voudrais revenir sur quelques points, la mettant plus particulièrement en exergue, soulignant bien évidemment son utilité et en premier lieu en direction des territoires ruraux. Notre association a toujours soutenu les ZRR, zones de revitalisation rurale, en tant que seul dispositif spécifique à la ruralité. Alors qu'une incertitude planait depuis plusieurs années sur cette pérennité de ce dispositif, l'AMF s'est mobilisée pour s'opposer à cette disparition et proposer leur modernisation. Cela s'est traduit dans la loi de finances par une prorogation définitive de ce dispositif, désormais appelé FRR. Dans le cadre de la réforme, l'AMF s'est également battue pour que le volume de communes bénéficiaires, près de 17 500, ne diminue pas, alors que l'exécutif avait initialement retenu un périmètre plus restreint, autour de 13 000 communes. Depuis donc le 1er juillet de cette année, France Ruralité Revitalisation a donc remplacé les ZRR. Ce dispositif, vous le savez, forme un ensemble de mesures fiscales et sociales qui aident au développement des 17 717 communes rurales classées dans ce zonage. Nous resterons bien évidemment attentifs à ce que le maintien du volume des communes bénéficiaires demeure. La ruralité se défend aussi à travers les présences des services publics et au premier rang les mairies, vos mairies et celles, permettez-moi de féminiser, celles qui les font vivre, les désormais secrétaires générales de mairie. Nous avons porté, défendu et obtenu une revalorisation de leur statut afin de mieux reconnaître leur qualité et leur importance et de répondre aux difficultés de cette filière qui peine à recruter. Elles sont un rouage essentiel et parfois le seul d'ailleurs dans nos mairies. De la collaboration directe, étroite avec le maire, au conseil, aux équipes municipales, à l'accueil en première ligne des administrés, leurs tâches sont parmi les plus variées et les plus exigeantes de la fonction publique territoriale. Or, 60% de ces agents ont plus de 50 ans, ce qui signifie qu'aux difficultés de recrutement actuelles, il va falloir ajouter de nombreux départs à la retraite dans les années à venir. Avec l'AMF, nous avons porté 26 propositions qui ont conduit à une traduction législative en décembre 2023. C'est une avancée, certes perfectible, mais une avancée tout de même. Nous continuerons bien évidemment de suivre de près ce dossier. Et comment, en matière de ruralité, ne pas parler du contrat de présence postale territoriale signé par l'État, l'AMF et la Poste, outil financier qui permet à la Poste de remplir ses obligations, notamment en matière d'aménagement du territoire. Le coût de ce service est de 341 millions d'euros par an. Et depuis plusieurs années d'ailleurs, seuls 174 millions sont budgétés par l'État et encore, ce montant n'est jamais complètement versé. Récemment, vous le savez, la Poste a été informée que Bercy gelait 50 millions de crédits de la dotation votée dans le cadre de la loi de finances 2024. Un impact donc supplémentaire pour une situation qui, on le sait, empire. La diminution des moyens financiers, notamment en zone rurale ou encore en outre-mer ou dans les quartiers politiques de la ville, conduira forcément à renforcer la charge financière des communes pour garantir le fonctionnement du service postal qui, je le rappelle, ne relève pourtant pas de nos compétences. Sous pression, le Premier ministre s'est engagé donc à rétablir pour 2024 ces 50 millions. Soyons vigilants pour que cette parole soit évidemment respectée et surtout, le futur renouvellement du contrat tripartite aura un enjeu vital autour de son financement. En matière d'aménagement du territoire, l'AMF, cette année, a poursuivi, comme elle le fait d'ailleurs depuis l'entrée en vigueur de la loi Climat et Résilience, son travail de proposition pour changer le système du ZAN, zéro artificialisation nette. Nous avons formulé 20 propositions pour répondre à son besoin de financement. Nous avons été auditionnés par plusieurs missions d'information au Sénat, à l'Assemblée nationale. Nous avons systématiquement relevé les difficultés et nous avons surtout
regretter d'être face à un État plutôt censeur qu'accompagnateur. L'AMF a lancé fin mars un questionnaire pour évaluer la mise en œuvre de ce dispositif par l'ensemble de ses adhérents. Force est de constater que les résultats ont permis de conforter nos positions. Notre bureau a ainsi demandé l'arrêt des obligations qui ne pourront pas être respectées dans les délais impartis, ainsi que la redéfinition d'une méthode différente en renversant la logique. Il s'agit de faire confiance aux territoires dans leur capacité à construire des trajectoires qui sont respectueuses, bien évidemment, des objectifs nationaux et évidemment d'une indispensable sobriété foncière, mais sans pour autant que l'on nous invente des dispositifs nationaux abscons, inapplicables dans les faits et surtout incapables de s'adapter aujourd'hui aux diversités des projets territoriaux que nous portons. En matière de sécurité et de gestion de crise, nous nous sommes bien évidemment inscrits dans les différents BOVO, tant de la sécurité civile que de celui de la police municipale. La question sécuritaire est avant tout une compétence de l'État. Mais face à l'accroissement de faits délictueux ou de violences, c'est aujourd'hui 27 000 policiers municipaux qui sont employés par les communes de France. Nous devons conserver le choix de l'emploi de notre police municipale. L'action complémentaire des communes qui induirait une évolution potentielle des prérogatives des polices municipales ne peut se faire que dans le respect de la libre administration des collectivités. Ce sujet sera d'ailleurs poursuivi au sein même de notre congrès cette année, jeudi, l'a rappelé notre président. Je voudrais aussi saluer le travail de la nouvelle mission voulue par le président en matière de gestion de crise. Un thème qui, malheureusement, connaît une actualité continue et des attentes fortes de la part des collectivités pour affronter les catastrophes naturelles et notre difficulté croissante à les assurer. Enfin, je voudrais conclure par cet important et nécessaire travail sur le statut de l'élu. Nous en avons d'ailleurs beaucoup échangé encore ce matin. Nous avons obtenu du gouvernement des avancées pour lutter contre les violences faites aux élus, avec un renforcement des sanctions pénales et la protection fonctionnelle. Il faut continuer, notamment avec des moyens d'enquête accrus et l'allongement des délais de prescription en matière de diffamation. Nous avons par ailleurs obtenu au Sénat quelques avancées sur les conditions matérielles du mandat, congé maladie, congé maternité, rehaussement des plafonds des indemnités de fonction, bonification des droits à la retraite, et nous espérons que ces mesures pourront être reprises dans les travaux à venir de la future législature. Selon les éléments que nous avons aujourd'hui, ce serait en janvier 2025. Les maires doivent pouvoir continuer à travailler et notre engagement doit être reconnu à la hauteur des missions et responsabilités qui sont les nôtres. Dans la perspective des élections municipales de 2026, demain, face à la crise des vocations et pour conforter cette démocratie locale, nous nous sommes aussi mobilisés pour l'amélioration de nos conditions de mandat. 78 propositions défendues lors de différentes auditions parlementaires qui visent à encourager les vocations tout en homogénéisant et en assouplissant le fonctionnement des conseils municipaux. Face à la crise des vocations, il est effectivement urgent d'agir. Oui, les élus doivent être soutenus, ils naviguent à travers les tempêtes, ils transforment et innovent pour toujours relever les défis. Non, la défense des libertés locales n'est ni du syndicalisme, comme on a pu encore l'entendre récemment, ni du corporatisme. C'est notre combat pour faire entendre la voix des maires. Non, ce ne sont pas des visions d'un autre temps. La décentralisation n'est pas archaïque, mais un acte nécessaire pour notre démocratie, pour une démocratie forte et vivante. Oui, les communes, heureusement, nous devons continuer de défendre la responsabilité locale pour la prospérité de notre pays. Nous devons garantir le rôle central de nos collectivités pour le maintien de la cohésion sociale. Nous devons préserver les libertés locales. Cela reste notre cheval de bataille, je vous assure, de la défense des collectivités par l'Association des maires de France. Elle reste pleine et entière. Merci et félicitations, Madame la Secrétaire Générale. Donc, vous avez eu des réponses par la vidéo et dans le discours de l'intense activité de l'association. Je le répéterai tout à l'heure, nous sommes une association. Donc, on travaille aussi de la bonne volonté de chacun de ses adhérents. Il faut toujours le rappeler. Et est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient?
unanimité, on se croirait presque en Corée du Nord, là c'est magnifique, adopté. Non, même André a trouvé que j'exagérais, c'est vous dire. Merci. Merci à vous. Oui, c'est sûr, c'est de mauvais goût, vu les circonstances actuelles. Merci, merci Madame la Secrétaire Générale. Et nous allons passer au moment que tout le monde attend, le rapport financier. Oui. Donc nous accueillons là aussi sous les acclamations le trésorier général Antoine Homé, maire de Wittenheim. Vous remarquez qu'il y a un front alsacien quand même. Hein, voilà. Oui, il y a un petit lobby là. Hein. C'est ce que je constate. Monsieur le Président, vous progressez dans la prononciation, c'est bien. Merci. Chers collègues, chers amis, très heureux de vous retrouver. J'ai salué David Lisnard, André Léniel, Muriel Fabre. J'ai également salué ma collègue Véronique Pouzadou, Anne Hidalgo qui est présente chaque année à nos côtés, que je salue très chaleureusement, l'ensemble des membres du bureau du comité directeur, l'ensemble des collègues élus qui sont venus de toute la métropole et des Outre-mer, déjà hier, pour ce temps fort, dans un contexte financier difficile. Heureusement, les finances de l'AMF sont meilleures que celles de la France. Il ne faut pas trop le dire, il ne faudrait pas que quelqu'un vienne piocher dedans. Oui, mais c'est parce que nous sommes bons gestionnaires, nous les maires. Je voudrais, avant de commencer cette courte intervention, avoir une pensée pour François Deluga, qui m'a passé le relais l'an dernier. François, qui était député maire du Tesch, est un homme très remarquable, a choisi de passer une nouvelle phase de sa vie personnelle. Et l'an dernier, descendant à la tribune, il me dit « Antoine, c'est à toi ». Et j'ai pris ça pour un message de confiance et d'amitié. Et je voudrais aujourd'hui, jour de son anniversaire, qu'on applaudisse François Deluga. Alors, ce qu'il faut retenir de ce rapport financier, c'est que, effectivement, notre situation budgétaire et financière est bonne. On a un slide qu'on affiche ou qu'on affichera qui vous montrera que le résultat est bénéficiaire de 464 444 €. Je faisais une boutade avant, mais pourquoi je vous disais cela? Parce que trop souvent, nous les maires, ce dont nous souffrons, c'est la perte de notre pouvoir fiscal et le fait que nous avons des dotations de l'État qui soient remises en cause. Et la force de l'AMF, justement, c'est que nous sommes une association indépendante et que nous avons nos ressources propres, donc je réponds un petit peu à ce que disait le Président, qui nous permet d'être à l'abri, finalement, de toute pression, et c'est très important d'être indépendant. Alors, vous avez vu que nos produits ont progressé. Il est important de dire que ce n'est pas, mais vous le savez, à cause des augmentations des taux de cotisation qui sont au même niveau, nous y tenons. Mais nous avons, l'an dernier, une hausse de la redevance du salon qui a bien marché. Nous avons eu des recettes publicitaires de la revue Maire de France, j'y reviendrai, et de la newsletter Maire Info qui ont progressé. Et puis les formations. Nous sommes aussi, bien sûr, une institution formatrice. Alors, Maire de France, c'est un beau magazine. Pour celles et ceux qui ne le liraient pas encore ou qui ne seraient pas abonnés, c'est un bon investissement, si vous me permettez cette expression. C'est la référence des magazines destinés aux collectivités territoriales. J'y insiste, le coût d'abonnement est minime. C'est très agréable à lire, on apprend beaucoup de choses et de plus, ça améliore les finances de l'AMF. Donc je ne pouvais manquer de vous faire cette suggestion. Mais l'essentiel de nos ressources, ce sont les cotisations. Merci aux associations départementales. Il y a ici beaucoup de présidents, de vice-présidents, celles qui collectent. Il y a d'ailleurs un mécanisme vertueux, je le dis. Ceux qui cotisent plus tôt ont une ristourne, et j'en connais. Donc c'est important ce lien étroit entre l'AMF, association nationale, et toutes nos associations locales. Et je le dis aussi en tant que trésorier, il faut le dire, nous sommes aussi aux côtés des associations départementales qui parfois ont du mal. Il arrive, et c'est prévu par les statuts, que nous leur accordions y compris des aides financières pour se restructurer. Et ça, c'est aussi un rôle de péréquation qui est celui de l'AMF. Je le disais, il y a des rapports étroits entre l'AMF nationale et les associations locales, et ce sont ces associations locales qui donnent à notre association, chapeau, la grande association des maires de France, toute sa légitimité territoriale partout au sein de la République. Alors, ce qui est également maintenu, c'est le montant de la participation au Congrès, j'y insiste, parce que tout augmente ou tout baisse en ce moment, ça baisse plutôt pour nous, on en parlait. Eh bien, la participation au Congrès reste à 95 €. C'est quand même une somme qui est bien maîtrisée, parce qu'on accueille tout le monde ici dans d'excellentes conditions, pendant 3 jours à Paris.
Ces droits d'inscription, on peut le dire, sont maîtrisés, ils sont faibles. Et pourtant, évidemment, un congrès génère des charges externes par participant, c'est normal. Donc je voulais revenir sur ce point. Nous avons d'ailleurs l'idée également de ne pas prévoir d'augmentation ni en 2024, ni même en 2025. Parlons à présent de nos charges. Il y a eu des charges qui ont augmenté, notamment une qui est logique. On parlait beaucoup de l'outre-mer. Nous avons essayé de renforcer la présence de l'AMF aux côtés de nos membres d'outre-mer qui sont très fidèles à notre congrès et qui, y compris tout au long de l'année, participent à nos travaux. J'anime avec Emmanuel Salaberry la commission des finances et il n'est pas rare que les élus d'outre-mer viennent nous voir. Ils ont également leurs préoccupations propres, mais je voulais le rappeler. Ces groupes de travail, ces commissions, ils fonctionnent fort bien. Muriel en a parlé à l'instant. Merci à toutes celles et tous ceux qui font vivre l'association au quotidien. Et puis, je voudrais remercier la direction des finances, Laurence Marie, ses collaborateurs qui font un travail remarquable, l'ensemble des personnels de l'AMF qui sont dévoués et compétents, parce que c'est comme dans une mairie, hein. Il n'y a pas le maire tout seul, il y a une équipe d'élus, et puis derrière, il y a une administration qui est mobilisée, qui est efficace. C'est une logique d'équipe. Alors, au niveau des dépenses, nous avons eu aussi, bien sûr, le surcoût de l'énergie, multiplié par 3,5, malgré le bouclier fiscal qui était bien percé, la ligne impôts et taxes, et enfin la masse salariale. Évidemment, nous sommes d'abord une association qui apporte des services, et donc nos salariés, eh bien, il y a une augmentation de la valeur du point et de l'évolution des carrières, c'est normal, je m'en réjouis, et il faut qu'on soit attentif à leur bien-être. Nous travaillons également actuellement sur l'immobilier. Notre immobilier qui est Quai d'Orsay est ancien ou récent, il y a des problèmes, et je vais faire des propositions, j'en parlais avec le président et le premier vice-président, pour qu'on puisse améliorer également les conditions matérielles de travail de nos salariés, c'est important. Des charges ont diminué, notamment les lignes études et communications. Nous avions en 2022 la rencontre des libertés locales qui n'a pas été reconduite. Et je voudrais vous dire donc, pour conclure, que ces finances sont parfaitement saines. Et en tant que fan de théâtre, M. Godot, notre commissaire aux comptes, que nous attendons évidemment, comme dirait Samuel Beckett, vous le confirmera. Cette situation nous permet aujourd'hui de faire face sereinement à des dépenses exceptionnelles comme celle de la campagne de communication que nous avons lancée. Continuez tous à la relayer. Cette charge affectera le budget prévisionnel 2024, elle a été provisionnée. Nous avons prévu pour l'avenir une très faible augmentation des produits, aucune augmentation des cotisations, je le disais, et une montante du participation au congrès qui reste identique. Je vous remercie de votre attention. Comme Muriel Fabre, je suis à l'écoute de vos éventuelles questions, après quoi nous laisserons donc notre commissaire aux comptes nous lire le texte habituel qu'il faudra soumettre au vote, c'est-à-dire la motion sur les comptes. Je vous remercie de votre attention. Bon congrès à toutes et tous. Merci, monsieur le trésorier. Merci, Antoine. Ce que je propose, c'est qu'on écoute tout de suite le commissaire aux comptes. Comme ça, tous les adhérents seront éclairés sur la réalité factuelle financière et qu'ensuite nous passions aux questions-réponses et au vote selon l'usage. Monsieur, donc, ce n'est pas Jamel Zahri, c'est Éric Godot, hein, après cette subtile allusion théâtrale. Je la ferai plus, mais cette année, je ne pouvais pas m'en empêcher. Elle était bonne. Oui, voilà. Donc j'appelle monsieur le commissaire aux comptes, voilà, qui arrive, monsieur Godot. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Étant un homme de chiffres, mais également un homme lettré, je vous ferai remarquer humblement que je suis à l'heure, n'est-ce pas? Donc, nul besoin de m'attendre pour conclure sur les comptes de l'exercice de votre association. En tant que commissaire aux comptes, il m'appartient de vous rendre compte au nom du cabinet Deloitte de nos conclusions sur l'audit des comptes de l'exercice 31-12-23, qui sont soumis à votre approbation aujourd'hui. L'objectif de nos travaux d'audit, c'est de vous donner une assurance externe sur le fait que les comptes qui vous sont présentés sont réguliers, sincères, et donnent une image fidèle à la fois des opérations de l'exercice écoulé, mais aussi de la situation financière et du patrimoine de l'AMF. Pour ce faire, notre audit comporte un certain nombre d'étapes, une revue des processus qui concourent à la production des comptes, la revue des dispositifs de contrôle interne, la revue des règles comptables et également des tests par sondage. À l'issue de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'anomalies, ce qui m'a conduit à émettre un rapport de certification sans réserve ni observation.
Et à cette occasion, je tiens à souligner la qualité constante au cours des années dans la production des comptes de votre association, et je remercie au passage l'ensemble des contributeurs qui produisent ce travail important chaque année. Sur les comptes en eux-mêmes, sur le fond, votre trésorier général l'a indiqué, les indicateurs sont favorables. Ils sont favorables. Cet exercice se caractérise par un accroissement de la trésorerie de l'association après des efforts soutenus d'investissement au cours des dernières années, et aussi par un accroissement du résultat de l'exercice, accroissement qui a pour contrepartie également une augmentation de la charge d'impôt, ce qui est mécanique et logique et sans autre commentaire dans le contexte de tension sur les finances publiques. Il m'appartient également de présenter nos constats sur les conventions dites réglementées à soumettre à votre approbation. Sur ce point, nous n'avons pas été informés de l'existence de telles conventions et nos travaux n'en ont pas révélé. Telles sont, mesdames et messieurs, nos conclusions positives sur les comptes de l'exercice qui sont soumis à votre approbation. Votre association dispose de moyens financiers qui sont nécessaires à son action. Je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur le commissaire aux comptes. Mes chers collègues et amis, et néanmoins amis sur la famille consacrée, en entendant Godot, et non pas en attendant Godot, parce que je me disais que les comptes étaient vraiment bien tenus, mais néanmoins, n'hésitez pas à poser des questions ou à demander des précisions. Y a-t-il des demandes de questions ou de précisions ? Je porte un regard circulaire sur cette assistance, et André Léniel, de son œil d'aigle, conforte mon approche et me confirme qu'il n'y a pas de questions. Nous allons donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci, bravo, c'est formidable. Je voudrais juste, avant que nous passions au discours d'Anne Hidalgo, remercier vraiment l'équipe de l'AMF. Je le disais, c'est un commando, on est une association. J'espère qu'on rayonne bien, qu'on porte bien la voix de tous les maires, on y veille. Mais il y a une équipe emmenée par le directeur général, Éric Verlac, et je voudrais vraiment qu'on les applaudisse très très fort. Ils font un remarquable travail. Alors, on était fiers l'année dernière de montrer à quel point les communes de France étaient proactives pour accueillir les Jeux Olympiques de Paris et donc de toute la France. Ces Jeux Olympiques ont été une parenthèse enchantée et une parenthèse de fierté pour tout le pays. Nous travaillons aujourd'hui pour pérenniser l'héritage des Jeux selon la formule consacrée. Et nous allons certainement, rapidement, évoquer, je ne sais pas d'ailleurs, cette question avec Madame la maire de Paris. Je ne veux pas voler votre boulot, votre job, je ne sais pas ce qui était prévu comme annonce. Je vous donne la parole. Merci à vous. Monsieur le Président, cher David, Monsieur le Premier vice-président délégué, cher André, Mesdames et Messieurs les maires, mes chers collègues, les parlementaires, je n'ai pas cité les ministres, mais s'il y a des ministres, qu'ils soient également, bien sûr, salués. Mes chers collègues, mes chers amis, je suis vraiment très heureuse, une fois de plus, de vous accueillir à Paris, ici même, au cœur de notre capitale, où se tient, comme chaque année, ce congrès de l'Association des maires de France. Bienvenue à vous, à tous les maires de l'Hexagone et des Outre-mer. Cette ville est la vôtre. Je tiens d'abord, bien sûr, à remercier très chaleureusement David Litznaert et André Léniel, dont l'engagement nous permet de nous rassembler, de nous retrouver aussi et bien sûr d'échanger, de travailler ensemble. Nous savons pouvoir compter sur vos efforts incessants, vous l'avez dit, vous l'avez montré avec la façon dont notre association est portée et administrée. C'est extrêmement important et réconfortant pour nous de savoir qu'il y a cette voix portée par l'AMF, la voix des maires de France. Merci aussi de nous offrir
cette tribune pour célébrer ce qui est un des plus beaux des mandats. Personne ici ne dira le contraire, le mandat de maire. Un mandat ancré dans la vie réelle, dans l'action pour l'intérêt de nos concitoyens et qui change concrètement leur quotidien, nous le savons, et c'est ce que nous aimons. Le thème de notre congrès cette année, c'est un appel. Les communes, heureusement, résonnent tout particulièrement face aux crises que notre pays affronte et qu'il nous revient évidemment aussi de relever. Il rappelle à quel point nous sommes des acteurs essentiels des politiques publiques, des acteurs de la transformation de nos territoires qui investissent pour bâtir l'avenir de notre pays. Nous sommes des acteurs essentiels de la démocratie. Pas de démocratie sans démocratie locale, nous le savons et nous le voyons aujourd'hui sur toute la planète. Oui, si l'investissement des communes s'effondre, alors c'est une partie de l'économie du pays qui s'effondrera. Nous le savons. Chers collègues, c'est aussi une mère heureuse de ce que nous avons fait ensemble qui s'adresse à vous, comme vient de le dire David. Notre pari a été tenu, les Jeux olympiques et paralympiques ont été un succès éclatant, ils ont rassemblé toute la France, de l'Hexagone aux Outre-mer, autour du sport, de ses athlètes, de nos valeurs, et ce fut un moment festif, joyeux et populaire. La flamme olympique s'est emparée de chaque foyer, nous invitant à la concorde. Et après un périple de 90 jours qui leur a porté depuis Olympie à travers tous les territoires de la métropole et des Outre-mer, cette flamme a traversé toute la France, a conquis le monde, les épreuves de surf de Teahupo'o en Polynésie jusqu'au stade de Bordeaux, sans oublier bien sûr Paris. Alors aujourd'hui, je veux vous dire vraiment merci, dire merci à Tony Estanguet qui était avec nous l'année dernière ici même sur cette scène, mais vous dire merci, merci à vous les maires, parce que vous n'avez jamais manqué à l'appel. Dès le début de cette candidature, il y a 9 ans, les maires de France étaient là, les maires de France soutenaient, et tout au long de cette parenthèse quand même, David, de 9 ans, 2 ans de candidature, 7 ans de travail, ça fait une grande parenthèse tout de même. Vous avez toujours été là, et ensemble, je veux vous le dire, en tant que maire de Paris, ma fierté aussi d'avoir retrouvé cette belle relation entre Paris et toute la France, une relation qui parfois est abîmée tant les caricatures de ce que peut être Paris sont quotidiennes dans nos médias. Paris n'est pas cette caricature. Paris est une ville où vivent des habitants d'ailleurs qui ont des origines dans toute la France, et j'étais tellement heureuse qu'à l'unisson, nous puissions être dans cette belle fête, dans cette belle fraternité. Vous pouvez en être fiers, nous pouvons en être fiers. Ne refermons pas la parenthèse trop vite, parce que nous avons encore à apprendre de ce qui s'est passé dans notre pays à l'occasion de cet événement exceptionnel que nous avons porté ensemble. Je veux vous le dire aussi, je suis heureuse en tant que maire parce que nous sommes aussi à la veille de la réouverture de Notre-Dame, qui est prévue le 7 décembre prochain et dont l'incendie avait ému tout le pays. Et là aussi, je veux vous dire merci, mes chers collègues, parce que la reconstruction n'aurait pas été possible sans la mobilisation de vos communes et avec vous, de tous les savoir-faire venus de toute la France. C'est aussi une entreprise collective qui associe toutes les communes de France, toute la France à sa capitale. Comme disait Victor Hugo, Paris appartient au genre humain, c'est vrai, et vous l'avez encore une nouvelle fois montré. Donc je suis une mère heureuse de ces réussites collectives parce que rien ne se fait tout seul, mais je suis aussi, comme vous, une mère inquiète. Nous traversons une période difficile, la fonction de maire est mise à rude épreuve, et je voudrais vous citer cette phrase d'un ancien président des États-Unis, Lyndon Johnson, qui, en 1966, c'était un président démocrate, disait lors d'un déjeuner ou un dîner avec la presse, « Lorsque le fardeau de la présidence
semble anormalement lourd, alors je me rappelle toujours que la situation pourrait être pire. Je pourrais être maire. Et je crois que ça nous va assez bien. Ici, nous sommes toutes et tous des maires, c'est-à-dire des responsables qui portons au quotidien toutes les demandes, d'où qu'elles viennent, que nous ayons une compétence directe ou aucune compétence, de nos concitoyens. Notre mission première, c'est celle de servir au plus près de leurs besoins tous nos concitoyens. Mais nous le savons, toutes ces réformes fiscales qui se succèdent, les baisses de dotation, l'incertitude sur les budgets, les conséquences de l'inflation, tout cela fragilise évidemment notre capacité à agir auprès de nos citoyens, qu'il s'agisse de garantir leurs droits fondamentaux ou d'assurer leur accès à la culture, à la santé, à l'éducation. Si les maires ne peuvent plus assurer les services publics de proximité, alors les premières victimes seront les habitants de nos villes, et j'ajoute, les premières victimes seront les classes moyennes, les familles et les catégories populaires, parce que nous le savons, l'INSEE l'a très bien démontré dans un rapport l'année dernière, les services publics sont un amortisseur. C'est d'abord un redistributeur qui permet de lisser les inégalités, mais c'est un amortisseur. Donc si nous ne sommes plus en capacité de porter ces services publics, alors il va y avoir une augmentation de la pauvreté et un décrochage encore plus important des classes moyennes dans notre pays. Nous devons aussi bien sûr garder à l'esprit l'urgence climatique, et on le voit ici en France, mais aussi à Valence en Espagne, combien aujourd'hui l'enjeu climatique génère des catastrophes qui sont plus des catastrophes climatiques que des catastrophes naturelles. Parce qu'en fait, elles nous doivent beaucoup, ces catastrophes-là. Et donc, j'exprime aujourd'hui, ici devant vous, ma solidarité vis-à-vis des maires de France durement touchés pendant cette année. Je pense bien sûr au nord de la France et au sud de la France qui ont été concernés par ces épisodes aussi d'inondation. Alors, si le PLF est adopté tel quel, l'effort imposé aux collectivités territoriales est estimé à plus de 10 milliards d'euros, en fait. Plus de 10 milliards d'euros. Je veux dire merci à l'association, merci à nos dirigeants ici, merci à tous les maires, merci aussi au président du Sénat de porter aussi avec force la question des libertés locales. Car contrairement à ce que l'on voudrait nous faire croire, les collectivités locales ne sont pas responsables du déficit de l'État. Nous ne le répéterons jamais assez, donc je le répète à nouveau, les collectivités ne participent pas au déficit de l'État et nous en avons été rendus responsables. Cela nous a tous profondément choqués parce que ça n'est pas juste. Et ça n'est pas juste que des ministres, des anciens ministres, aillent sur les plateaux de télé pour proférer des mensonges. Ça ne se fait pas, ça n'est pas républicain et nous ne pouvons pas l'admettre. Nos budgets sont votés à l'équilibre, nos emprunts ne financent que les investissements et surtout, la réduction des marges de manœuvre de nos collectivités résulte pour l'essentiel directement des mesures imposées par l'État. Merci de porter cette voix, cher David et cher André. Certains élus, dont moi-même, ont été reçus par le Premier ministre pour défendre, et nous défendons, je le crois, d'une seule et même voix, cette parole des communes de France. Et un premier pas a peut-être été franchi, je n'en sais rien, en tous les cas vis-à-vis des départements, Paris et villes et départements, mais pour le reste, ça reste à faire et nous restons à être rassurés. Alors je me réjouis vraiment de nous voir rassemblés ici et de nous voir aussi engagés dans un dialogue constructif, exigeant, ne lâchant rien, autour des solutions à mettre en place à tous les échelons de l'action publique pour faire face aux défis colossaux qui se dressent devant nous. Il est de notre devoir de préserver notre démocratie locale, car c'est dans la proximité que nos politiques publiques sont les plus efficaces. Je reviens d'une réunion avec les maires des grandes villes du monde qui se tenait en marge du G20.
Et j'ai entendu un certain nombre de chefs d'État, le président brésilien notamment, dire cela, comme je viens de le dire. Il a dit « Je serais totalement impuissant à lutter contre les effets du réchauffement climatique ou contre la pauvreté si je ne m'appuyais pas sur les maires et sur les collectivités locales ». Je crois que cette prise de conscience doit se faire dans notre pays aussi. Sans nous, rien n'est possible et sans nous, il y a des risques de chaos maximal. Et en plus, nous sommes des femmes et des hommes de bonne volonté. Nous savons ce que c'est, nous avons nos idées, nous combattons, nous sommes des femmes et des hommes politiques, mais nous savons nous rassembler pour nos concitoyens. Et je crois que c'est ce pari-là qui doit être fait ici, dans notre pays. Nous devons pouvoir avoir des investissements à la hauteur des enjeux. Nous pouvons avoir un fonctionnement et des moyens pour fonctionner et faire vivre nos services publics dans un moment extrêmement difficile pour nos concitoyens. Nous ne pouvons pas fermer les portes de nos mairies et de nos services publics parce que c'est vers nous, de toute façon, que la population viendra. Et cela, je crois que cette parole-là, qui est une parole sensée, qui est une parole rationnelle, qui est une parole républicaine, doit être entendue. Si nous voulons relever le pays, bien sûr qu'il faut tenir compte de la question du déficit qui menace la souveraineté du pays. Mais nous devons aussi relever ces défis en faisant en sorte que nos concitoyens ne soient pas laissés de côté, ne soient pas renvoyés à plus de pauvreté, à plus d'éloignement vis-à-vis de la promesse républicaine. Nous portons la promesse républicaine, nous en sommes fiers et nous la portons ici, nous la porterons également dans toutes les instances auprès du gouvernement et avec les parlementaires à l'Assemblée et au Sénat pour se faire entendre. C'est du bon sens que de se dire que ce pays peut être uni, ce pays doit être uni, il a su le montrer, il a su le faire de la meilleure des façons, le monde entier nous a regardés avec admiration. C'est pour ça que la parenthèse des Jeux Olympiques ne peut pas se refermer ainsi. On a su se rassembler, on a su montrer le meilleur de nous-mêmes. Ça reste à faire, ça reste à démontrer et nous sommes là au premier rang. Merci à vous. Merci Anne Hidalgo, merci Madame la maire de Paris. Et nous allons passer maintenant à un autre moment de cette séance officielle du Congrès avec, Monsieur le Président, l'ouverture des assises franco-ukrainiennes des collectivités locales. Merci à tous, merci de votre présence très nombreuse. Effectivement, avec les instances de l'AMF, et je veux d'ailleurs saluer l'unité et la force du bureau de l'Association des maires de France ainsi que du comité directeur, nous avons souhaité revenir quelques instants, 2 ans après, sur les actions que nous avons lancées dans l'intérêt de nos communes, je le répète, dans l'intérêt de la France, sur la situation en Ukraine. En effet, nous sommes aujourd'hui au 1000e jour de la guerre en Ukraine. Et 2 ans et demi après le début de la guerre, la solidarité des maires de France à l'égard de l'Ukraine par l'action humanitaire. Je veux saluer la protection civile, notre formidable partenaire. Je veux saluer Acted, notre formidable partenaire. Je veux saluer Stand With Ukraine, autre formidable partenaire. Nous avons voulu parler de la reconstruction parce qu'il y a un intérêt non seulement humanitaire, un intérêt géopolitique pour l'Europe en particulier, de montrer que la défense des démocraties est une nécessité vitale, que nos intérêts et nos valeurs et nos principes sont convergents, mais aussi qu'il y a un intérêt économique à être partenaire solide de l'Ukraine, y compris pour la reconstruction en Ukraine, en appelant de nos vœux une paix, mais une paix qui respecte la souveraineté et la liberté de l'Ukraine de maîtriser son destin. Alors pour cela, avant de lancer ce forum et ces travaux et ces assises franco-ukrainiennes qui vont se réunir dans une pièce à proximité, je veux remercier du fond du cœur pour leur collaboration l'ambassadeur d'Ukraine, son Excellence Vadim Omelchenko, saluer également Pierre Elbron, envoyé spécial du président de la République française pour la reconstruction de l'Ukraine, saluer également toute l'équipe de l'AMF très motivée,
et en particulier Patrick Molinoz. Merci à toi, Patrick, de ta motivation. Thibaut Guignard, merci Thibaut. David Nicolas, merci David, de votre motivation et votre implication. Comme moi, vous êtes allés à plusieurs reprises sur le terrain, y compris en Ukraine. Et bien sûr, je vous demande d'accueillir avec tout le respect et l'amitié et le soutien que nous leur devons les maires qui sont venus exprès d'Ukraine nous voir. Ils vont nous rejoindre sur scène tout à l'heure. On les applaudira à ce moment-là. Ils sont admirables, ils sont en première ligne. Ce sont eux qui aident les populations. Ce sont eux qui réconfortent les familles endeuillées. J'ai participé moi-même à Lviv, à la Fête des Lumières, avec des centaines de familles qui, dans la dignité, dans la sobriété, dans, la gravité, eh bien, avec des enfants qui avaient perdu leur père, avec des veuves, rendaient hommage à leurs soldats pour peut-être nous montrer l'exemple d'une force morale et spirituelle face à l'adversité et face au conflit. Alors, avant cela, nous allons, avant de les accueillir sur scène, écouter un message comme il y a 2 ans du président Zelensky, et ensuite nous accueillerons nos collègues maires d'Ukraine. Пані та панове, дорога Франція, я радий можливості звернутися до вас сьогодні та подякувати від імені всієї України, всіх наших міст і сіл, всіх наших людей. Підтримка Франції – це не просто підтримка для нашої української держави, це підтримка життя нашого народу. Ми пам'ятаємо та не забудемо, що було планом Путіна для України. Він хотів знищити за кілька тижнів не тільки нашу державність, а саму здатність українців жити на свій розсуд у своїй же країні. Він хотів забрати у наших людей дім. Ось в чому було російське бажання, яке стало ідеологічною основою цієї війни, і яке саме цим небезпечне також і для інших. Забравши дім у одного народу, такі режими ніколи не зупиняються. Захопивши частину дому, злочинець хоче більшого. Уявіть собі цей масштаб зараз. Більш ніж 400 українських територіальних громад перебувають під окупацією. Це майже 4 тисячі населених пунктів. Це міста, містечка, села. Доля мільйонів людей. Що їх чекатиме? І що буде з іншими українцями, якщо цих віддамо Путіну? Мир – це не просто мовчання гармат і заплющені очі на реальність. Мир – це значно більше. Вам, як мерам, що були обрані своїми людьми в громадах, абсолютно зрозуміло, що це значить. На окупованій Росією території України немає нічого із того, що цінуємо у житті ми та ви. Безпеки елементарного там немає. Це зараз найстрашніша частина Європи. Земля, де людське життя вартує найменше, ніж будь-де. І ми не хочемо залишити це саме так. Ми хочемо відновити нормальність, відновити справедливість, відновити життя в Україні без окупанта. Це наше право. І це можливо. Ми знаємо, як це зробити. Саме для цього потребуємо підтримки. Україна вдячна Франції, усім громадянам Франції, кожному політичному та громадському лідеру, президенту Макрону, всім за те, що Франція не міняє мораль на тимчасовий спокій. Ми повинні завершити цю війну справедливо. І зробимо все, щоб завершити її вже наступного року. Дорогі друзі, дорога Франція, я запрошую вас до продовження співпраці між нашими країнами, між нашими громадами. Сьогодні ми бачимо, як між українськими та французькими містами встановлюються нові побратимства та лінії дружби. Чернівці та Рюей-Мальмезон, Вінниця та Нансі, Кременчук та Клермон-Ферран, Очаків та Фекам, Ізюм та
Шернів'єр. Це лише кілька прикладів, які символізують вашу солідарність з Україною. Обов'язково маємо такі зв'язки нарощувати. Я запрошую усіх вас і Францію до ще більш активної участі у проєктах відбудови в Україні. Скільки б не було російських бомб та ракет, ми впевнені, що життя переможе. І це має бути життя. Життя, не серед руїн. І тільки разом можемо цього досягти. І, будь ласка, зберігайте те, що нас з вами об'єднує. Україну та Францію, наші характери. Це вміння не здавати своїх цінностей, не віддавати свої свободи і не погоджуватись, коли хтось хоче забрати наші законні права. Ми захищаємось і захистимось. Дякую, Франція. Слава Україні! Nous sommes passionnés par l'action locale, mais nous nous sentons aussi concernés par le devenir du monde. J'invite maintenant tous mes collègues maires ukrainiens à nous rejoindre sur la scène et nos collègues français motivés par la question. Merci. Je souhaiterais qu'on les annonce. Je pense que c'est prévu. Vous pouvez les applaudir encore plus fort. Parmi les jumelages emblématiques, il y a le jumelage bien sûr entre la ville de Cannes et la ville de Lviv. Et je suis très très heureux de passer la parole au formidable Andrei Sadovy. Bonjour, Madame et Messieurs, bonjour, Monsieur le Président, David Lisnard, bonjour, chers les maires, merci pour soutien. Слава Україні! Я буду говорити українською мовою. I will speak Ukraine. Я хочу подякувати кожному з вас, тут присутніх, за допомогу і за підтримку українцям, українським містам і за підтримку України. Для мене велика честь бути сьогодні тут, на тій сцені. Я пригадую, як 1000 днів тому назад почалося повномасштабне вторгнення. Тоді ми не знали, чи ми виживемо. Пройшло 1000 днів, Україна є, ми стоїмо і ми вистоїмо. Я пригадую, коли буквально на початку російського вторгнення до Львова приїхав мер Кан Давид Ліснар. Це був перший мер, який приїхав в Україну. Перший мер. Це дуже важливо для кожного з нас, українця, що ми відчуваємо це плече. Разом з Давідом ми робимо багато спільного
для українських поранених. Львів – це є культурна столиця України, але сьогодні Львів є великим гуманітарним хабом. Кожного дня ми приймаємо поранених. І, власне, з Канами ми вибудовуємо екосистему людяності Unbroken. Це є високого рівня операції, це є протезування, це є реабілітація. Ми робимо все можливе, щоб кожен українець, який зазнав уражень війни, жив і мав нормальне життя. Сьогодні я маю до вас один посил. Дуже важливо, щоб ми з вами збудували нові тисячі мостів. Кожна українська громада має мати партнерство з французькими громадами. Кожна французька громада має мати партнерство з українськими громадами. Це є важливо для нашого майбутнього. Сьогодні ми, українці, як кандидати на вступ в Європейський Союз, захищаємо 2000 кілометрів Європейського Союзу на Сході від країни-варвара. Нас вбивають, нас нищать, але ми стоїмо, тому що ми віримо. We believe in our victory. You must believe in our victory. We must build our victory together. Only victory, never give up. Thank you. Je cède la parole au maire de Dnipro, Boris Filatov. Шановні друзі, вдруге за час війни я маю честь стояти тут перед вами. Бути для вас живим нагадуванням, що за минулі роки війна не пішла з нашої землі. Проте будемо відверті, що вона все далі відходить зі світового порядку денного. Тому дозвольте мені розповісти про своє життя. Я очолюю мільйонне місто, яке знаходиться лише в 100 кілометрах від лінії фронту. Трохи більше, ніж звідси до мальовничого Провена. І останнім часом Дніпро живе з усвідомленням того, що фронт підходить все ближче і ближче до нашого міста. Кожного дня в нас летять дрони. Кожного тижня в нас летять ракети. Щоночі люди в моєму місті, і також я, засинають, не знаючи, що прокинуться ли вони на ранок. Просто коли сьогодні ви будете лягати спати, подумайте, будь ласка, про це. Бо росіяни навмисно цілять по житловим будинкам, по лікарням, по електростанціям, по водоканалам. У Росії залишаються вони вірними прагненню, як вони кажуть, вбомбити Україну в кам'яний вік. Тому подумайте і про те, як воно починати свій день зранку, як мер, зі зведень про смерть і руйнування, розуміючи, що за рядками сухого тексту сховані неймовірні трагедії. Це згоріли живцем вагітні жінки. Це діти вбиті у власних ліжках. Це молоді подружжя, від чиїх тіл залишились тільки фрагменти. Це численні поранені, яких сотні тисяч. І за усім цим приходить усвідомлення гірке, що коли кількість загиблих не вимірюється десятками, то ти скажеш на щастя самому собі. І це одна, мабуть, найсумніша трансформація, яка зараз є у моєї свідомості особистої. І в той же момент, колеги, нагадайте собі, що ви несете відповідальність за тисячі, десятки тисячів, за мільйон людей. І ви не маєте права на слабкість чи на емоції. Наприклад, вам треба думати про те, що ви безперебійно працювали 10 муніципальних лікарень, які приймають десятки тисяч поранених у моєму місті з лінії зіткнення. Бо ми перше надаємо стабілізаційну допомогу, і потім цих людей відправляємо, наприклад, до Львова, до мого друга Андрія. А також уявіть собі, що вам треба дбати про 200 тисяч біженців. Це, наприклад, щоб ви зрозуміли, зараз Дніпро прихистив стільки людей, як Берен чи Реймс, переїхали повністю до Дніпра повним составом своїх міст.
У цьому безпросвітному жаху ми живемо вже 3 роки. І попри все продовжуємо боротьбу за існування своєї держави. Навіщо я зараз це все вам розказую? Бо головний меседж, який зараз пролунає, простий. Не можна забувати про війну в Україні. Не можна забувати про війну в Україні. Знаєте, я дуже люблю Францію. Ще відколи познайомився з вашою прекрасною країною у своєму іншому щасливому житті. І Париж, дійсно, він вартий меси. Натхненний, сповнений сили. Але зараз на найкрасивіших вулицях Парижа я постійно думаю про Україну, постійно думаю про Дніпро, тому що моє серце залишилося вдома. Саме тому я прошу кожного з вас на мить уявіть себе на моєму місці або на місці моїх колег, міських голів, мерів України. Нашим містам потрібна ваша підтримка, ваше розуміння і ваші молитви. Для нас дуже важлива підтримка вільної духом Франції, що подарувала світові гасло «Свобода, рівність, братерство». І саме добрі вчинки, що повернуться до вас самих, зараз вкрай необхідні. Як, наприклад, Дніпро і Маріуполь за підтримки уряду Франції збудували зараз у Дніпрі оселі для 260 сімей з окупованого Маріуполя. І зараз французи допомогли і допоможуть нам зробити ще 200 осель для переселенців, які зараз живуть в Дніпрі і які виїхали з окупованого Маріуполя. З тяжкого досвіду ми знаємо, що міжмуніципальне партнерство – це найдієвіший шлях. За 1000 днів війни Дніпро знайшло друзів. Це фінська столиця Гельсінкі, це японський Осака, це німецький Кьольн. Але, на жаль, у Дніпра немає міста побратима во Франції. Тому я стою зараз тут перед вами, і якщо хтось хоче змінити цю ситуацію, тут я перед вами. Ми дякуємо всьому французькому народові, що залишається зараз на боці добра. І прошу вас ще раз, колеги, подумайте про те, що я зараз сказав. Не потрібно відпускати Україну не з політичного порядку денного, ані зі свого серця. Будьте, будь ласка, поруч з нашим героїчним народом. «Nous laissez pas croire, monsieur Luchot, nous de l'amitié». І поверте, що у Дніпрі ми вміємо це робити. Дякую кожному з вас. Дякую. Merci pour ces témoignages aussi forts. Je salue bien sûr le maire de Mariupol. Voilà, avancé d'un pas, comme ça, et on peut l'applaudir très fort. Ville martyre. Lui exprimer notre admiration. Vous me permettrez aussi de saluer la traduction instantanée au clavier. Merci aux équipes. Dans quelques heures, tous ces maires ici présents reviendront dans un pays en guerre, un pays sinistré, parfois et souvent sur des zones de front, sur le sud, sur l'est. Pour l'avoir vu personnellement, ils font preuve d'un courage, d'une sobriété, d'une foi dans leur destin absolument admirable. Et ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est de voir que, quelles que soient les circonstances, le maire, partout, a une relation privilégiée, une responsabilité privilégiée, un devoir privilégié. C'est le privilège du sacrifice. Certains de leurs collègues sont otages, enlevés. D'autres ont perdu la vie. Eux sont avec nous pour porter ce témoignage, pour porter la reconstruction, accueillir les entreprises françaises, accueillir notre expertise aussi. Et je le répète, c'est une question pour nous à la fois morale, de principe, mais c'est aussi une question d'intérêt. Alors pour toutes ces raisons, nous allons vous souhaiter d'excellents travaux, vous exprimer notre gratitude d'être avec nous aujourd'hui, notre admiration, notre soutien, et dire bien sûr qu'à travers vous, c'est le monde de la liberté qui doit l'emporter, quoi que l'on pense du conflit, quoi que l'on pense des forces en présence, c'est une réalité, et dire bien sûr avec vous, vive la France et Slava Ukraine. Il y a une délégation aussi qui est au fond de la salle,
sous le panneau derrière moi. Si la réalisation peut montrer à l'image une partie de ces délégations, n'hésitez pas. Mais maintenant, ils sont tous montés là, me dit Patrick, alors c'est plus la peine. Voilà. Allez, merci à vous, bons travaux et merci mille fois encore. Au revoir. Merci aux élus ukrainiens et ils vont regagner une salle où se tiennent les assises franco-ukrainiennes de collectivités locales. La nécessité de penser le jour d'après, d'être dans l'espoir et la volonté de la reconstruction, c'est aussi cela, ces assises franco-ukrainiennes qui se tiennent parallèlement, qui se tiennent au sein du Congrès des maires et bien évidemment, on ne lâche pas, hein, et vous avez entendu l'appel de vos collègues élus ukrainiens. Nous allons passer maintenant à une autre phase de cette séance d'ouverture du Congrès des maires, puisque vous l'avez indiqué en début d'après-midi, Monsieur le Président, vous souhaitiez qu'on marque l'anniversaire de la loi de 2005, mais au-delà de marquer un anniversaire, de rester mobilisés, les maires toujours mobilisés, après cette grande loi handicap de 2005, grande loi structurante et la nécessité de continuer, d'adapter, d'être toujours présent dans l'inclusion. Et donc, c'est le moment maintenant de cette séquence importante de notre séance. Et voilà, je crois que vous allez pouvoir accueillir aussi nos invités. Merci. Alors, je ne sais pas si je dois être au pupitre ou avec le On va les laisser nous rejoindre. On va les laisser nous rejoindre. Et c'est ce moment que vous avez vraiment souhaité aussi au moment de l'ouverture du Congrès. Oui, j'y ai tenu absolument. Je laisse la vidéo exprimer sa voix. Alors oui, on y tenait, nous y tenions avec André Léniel, avec tout le bureau de l'association. Je voudrais que vous applaudissiez très fort. Il le mérite. Voilà cette loi de février 2005. Lucie Carrasco et Dominique Farrugia qui nous font le grand plaisir d'être parmi nous. C'est vraiment un grand honneur et un grand plaisir. Je vais être très rapide. La loi du 11 février 2005, ça a été une loi fondatrice. Elle a inscrit sur le papier de la République les obligations en termes d'insertion, d'intégration, d'accessibilité. C'est un combat permanent. C'est une charge, évidemment, mais c'est une nécessité. Pourquoi? C'est une nécessité pratique pour beaucoup de nos compatriotes. C'est une exigence pour nous en tant qu'élus. C'est une exigence qu'il faut mettre en exergue. Et aussi, c'est une question non seulement de dignité individuelle, mais de chance pour la société. On a vu à l'occasion des Jeux paralympiques, nous parlions tout à l'heure des Jeux olympiques, la performance inouïe de ces athlètes. Une capacité de démontrer que beaucoup de personnes dites porteuses d'un handicap ont une valeur ajoutée pour elles-mêmes, pour leur entourage et pour la société. Et ce que l'on veut montrer aujourd'hui, c'est qu'il y a à la fois une exigence d'adaptation des bâtiments publics, des espaces publics. C'est un combat tellement difficile, c'est Sisyphe, mais tellement essentiel et nécessaire dans l'intérêt de la société, de la prospérité collective, mais nécessaire avant tout pour la dignité humaine. On ne peut pas invoquer les valeurs de la République de façon creuse si on ne les remplit pas d'une exigence pour donner à chacun la place qu'il mérite dans la société. Et je crois que l'honneur de la République française, c'est de faire en sorte que chaque individu, qu'il soit porteur d'un handicap ou pas, ait toute sa place dans la société française. C'est le combat des maires de France, c'est le combat de l'Association des maires de France. Et les maires toujours mobilisés, et au sein de l'Association des maires de France, un maire référent handicap, Xavier Odo, qui est Xavier Odo, le maire de Grigny-sur-Rhône, voilà, qui nous Xavier rejoint. Odo qui porte cette action, et je voudrais qu'on applaudisse fort pour toute son action. Merci Xavier. Alors Xavier Odo, oui, hein, vous êtes le maire référent handicap pour l'AMF, les maires mobilisés, 20 ans après cette loi de 2005.
et dans l'actualité qui va être la nôtre. 20 ans déjà, et pourtant on se dit encore un peu de chemin à parcourir, il me semble. Les maires sont impliqués et les maires sont finalement les catalyseurs entre les personnes qui en ont le plus besoin, d'un côté, et en même temps toutes les équipes. N'oublions pas les équipes médicales, tous les éducateurs, les enseignants spécialisés, les enseignants tout court qui accompagnent. Et on est catalyseur entre ces deux mondes parce que finalement les mairies, c'est la proximité. Et la proximité, c'est la réponse, non pas simplement... La loi handicap, ce n'était pas une loi pour le BTP. Parfois, on se dit, tiens, faire une loi handicap, c'était construire des bâtiments, améliorer les bâtiments. Non, il y a cette partie-là, certainement, et on en parlera avec cette ADAP qui va fêter ses 10 ans l'an prochain. Mais c'est aussi une loi humaine. Et comment on met des moyens pour accompagner au quotidien les uns et les autres pour qu'ils puissent jouir de leurs droits dans les meilleures conditions. Alors, les communes, c'est la proximité, mais c'est finalement aussi le lieu où on a tous les âges, tous les quartiers, toutes les populations qui se croisent. Et donc, on peut accompagner de la petite enfance jusqu'au grand âge, qui vont nous permettre ainsi d'offrir aux personnes en situation de handicap et aux gens du quotidien aussi, d'avoir une situation pour mieux vivre et mieux jouir leurs droits de citoyens au quotidien. Et donc les maires mobilisés. Dominique Farrugia, toute la France vous connaît, mais connaît aussi votre combat. Vous êtes aujourd'hui avec ce handicap de sclérose en plaques et vous nous dites il faut qu'on soit citoyen, qu'on puisse être dans la ville avec une ville accessible, une ville pour laquelle il faut penser toujours mieux d'inclusion. Et puis 20 ans depuis la loi, mais pensez aux 20 prochaines années, me disiez-vous. Mais plein de choses ont été faites et merci, parce que c'est vrai que les villes en 20 ans ont beaucoup fait de choses et rendu les choses accessibles. Maintenant, vous parliez du grand âge, on va tous passer par le grand âge, donc on va tous avoir du mal à monter les escaliers, à les descendre. Donc il va falloir aussi aider le grand âge. Il faut aider les parents, un papa avec une poussette, une maman avec une poussette. Comment fait-il pour monter, descendre? C'est compliqué. Et je ne parle pas des accidents de la vie. On peut tous se retrouver avec une jambe cassée. Donc c'est important. Moi, ce qui est important pour moi, c'est non pas l'égalité, mais l'équité. Je suis un citoyen à part entière. Je suis très heureux de payer mes impôts, mais à l'inverse, j'ai envie qu'on me rende la même chose. Et souvent, dans vos villes, vous créez des choses magnifiques comme des médiathèques. Elles sont pleines de vie, elles sont là pour accueillir du monde. Et parfois, il est compliqué pour une personne à mobilité réduite comme je le suis d'y arriver. Et c'est peut-être à ça qu'il faut réfléchir plus tard. Oui, la loi de 2005 était bien et on a fait de grands efforts. C'est maintenant comment aménager nos villes afin qu'elles soient accessibles à tous. Et quand on préparait cette intervention, vous me disiez l'important c'est qu'il n'y ait pas de rupture dans la mobilité dans la ville, hein, que la ville soit fluide pour tous ses habitants, pour tous les citoyens. Exactement, et qu'on puisse tous au moins pouvoir vivre la même expérience, même si elle est plus compliquée pour les uns que pour les autres. Beaucoup de mes camarades handicapés ont du mal à avoir du travail. Pourquoi ils ont du mal à avoir du travail? Parce qu'on va peut-être pas leur donner en se disant mais est-ce qu'il va arriver à l'heure? Est-ce qu'elle va arriver à l'heure? Est-ce qu'il sera présent comme il doit être présent? Tout ça, on doit pouvoir le régler. Et c'est, je pense, dans les 20 prochaines années qu'on pourra le faire. Qu'on pourra penser aussi à oui, je mets ça à cet endroit, mais comment je fais pour que cet endroit soit accessible? Et c'est ça qui est important pour moi. Je vous expliquais, j'habite dans le 8e arrondissement, qui n'est pas l'arrondissement le plus pauvre de Paris. Rien à voir, Madame le maire, c'est juste mon immeuble. C'est un problème de copropriété. Hein, et bien, j'ai eu un ascenseur bloqué pendant 2 mois. Et je vous assure que je ne vis pas en HLM. Voilà, donc c'est très chiant, comme on dit. Des parcours fluides, une ville fluide, des communes accueillantes, au-delà des équipements et pas de rupture. C'est le message que vous vouliez faire passer aujourd'hui. On est en train de fêter les 20 ans de la loi de 2005. Elle s'est appliquée et force est de constater que vous, l'ensemble des maires de France, avez vraiment fait des choses. Maintenant, c'est comment rendre la circulation possible pour quelqu'un qui sera touché par le handicap. Merci Dominique Farrugia, merci pour ce témoignage. Une ville inclusive, une ville où la mobilité est possible, mais aussi une ville
qui est au service des plus jeunes, des plus faibles. Et Lucie Carrasco, alors je vous présente, est-il besoin de vous présenter? Vous êtes d'ailleurs styliste, créatrice de mode lyonnaise, comme vous, Xavier Odo. Et presque, hein. Et vous souhaitiez surtout attirer notre attention sur l'école comme lieu d'inclusion. Effectivement, parmi mes nombreuses activités, je fais des documentaires pour France 5 à travers le monde. Et d'ailleurs, je tiens à remercier David Dissner en tant que maire de Cannes, qui nous a permis de projeter en avant-première pendant le festival nos documentaires, parce que je pense qu'il a compris et contribue à m'aider à faire ce que je fais avec ces documentaires, à savoir changer l'image du handicap, la glamouriser, c'est un mot un peu, la dédramatiser. En fait, l'image qu'on avait du handicap avant, c'était celle du Téléthon. Et dans le Téléthon, on parlait de gens qui allaient mourir et on demandait de l'argent. Donc, dans la tête de tout le monde, quand il y avait un handicapé, c'était « Oula, ça va être chiant et on va me demander du pognon ». Et c'est pas que ça. C'est pas que ça, et heureusement, ça peut être une personne handicapée, va être votre camarade de classe, votre collègue, une star de cinéma également. Et ce sont des concitoyens qui ont surtout envie de vivre et de bien vivre dans leur cité. Absolument. Le dernier documentaire qu'on a fait, c'était Tour de France, en septembre dernier. Et j'ai noté deux choses. C'est que les initiatives locales et la mobilisation locale étaient très fortes, très importantes. Parce que, oui, il y a des lois, mais elles mettent un temps fou à s'appliquer. La lourdeur administrative fait qu'il y a des gens qui se retrouvent confrontés à des choses terribles et qui, à leur échelle, il y a une espèce de solidarité pour que le handicap devienne, en fait, ne soit plus un sujet. Et je vais y venir, mais j'aimerais qu'un jour ce ne soit plus un sujet. Donc j'ai remarqué qu'au niveau local, il y avait beaucoup d'actions qui méritaient notre attention. Et je me suis rendu compte d'autre chose, et qui revient à ce que Dominique disait. On a voulu visiter, c'est peut-être le monument le plus visité de France, je crois, le Mont-Saint-Michel, ou peut-être le deuxième. Le Mont-Saint-Michel, ça allait, mais j'ai voulu manger une omelette à la mère Poulard, et il y avait une marche de 20 cm, et il n'y avait pas de rampe. Et on a traversé le Brésil, et au moindre buvette en bord de route dans une favela, il y avait une rampe en tôle, et là il manquait une rampe pour une marche de 20 cm. Donc il y a encore beaucoup de choses effectivement à faire, et à mon sens, oui, ça passe par l'école et par une école inclusive, parce qu'une école inclusive, c'est une société inclusive demain. Alors l'obstacle, qui est la dernière marche justement, c'est celle-là qu'il faut supprimer maintenant. Penser les 20 prochaines années, disait Dominique Farrugia, et vous dites aussi penser l'inclusion des plus jeunes, penser dès l'école. Et vous l'avez vécu vous-même, c'est votre expérience. Moi je n'ai pas eu la chance de pouvoir aller à l'école, j'en ai extrêmement souffert. J'ai fait juste 2 ans de collège, et quels sont nos meilleurs souvenirs? C'est les liens qu'on tisse à l'école, à la récré, moins pendant les cours, hein, clairement, à la cantine, dans les transports. Et quand les enfants handicapés sont scolarisés, en général, la cantine et les transports, ils n'y ont pas droit. Donc les moments fun avec leurs amis, ils n'y ont pas droit. Je pense sincèrement qu'une société accessible demain, ça passe par l'école. Pourquoi? On a aujourd'hui la possibilité de faire que dans 2 décennies, il y a 2 décennies, j'avais 3 ans, c'est rien du tout. Merci de croire que j'ai 23 ans, c'est adorable. C'est faux, mais c'est adorable. On a la possibilité que dans 2 décennies, le handicap ne soit plus un sujet. Parce qu'il y a des enfants à l'école, donc les enfants ne demanderont plus « Papa, c'est quoi une personne handicapée ?» Les parents des enfants handicapés sauront ce que c'est, parce que leur enfant va à l'école avec une personne handicapée. Le chauffeur de bus scolaire qui n'a jamais vu un enfant handicapé de sa vie, là, il saura ce que c'est. Parce que tous les enfants iront à l'école ensemble. C'est complètement possible aux États-Unis. Les enfants handicapés prennent le school bus. Et pourquoi les enfants, je prends l'exemple des États-Unis, pourquoi ils sont aussi inclus? Parce que, en fait, un enfant qui va à l'école, c'est demain une personne qui va travailler. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui a un pouvoir d'achat et qui est un citoyen à part entière. Donc, forcément, les magasins sont accessibles. Et voilà, c'est pas comme en France où j'habite dans la dernière
ville ou le Sephora a des escaliers. Là-bas, tout est accessible parce que la personne handicapée est prise dans sa globalité et elle fait complètement partie de la vie. Donc 2 décennies, finalement, c'est rien et ce ne sera plus un problème. En tout cas, je suis allée à la rencontre je parle beaucoup, mon mari me dit beaucoup. Je suis allée à la rencontre d'enfants valides et croyez-moi, les enfants, ils sont prêts. Ils sont chauds comme de la braise et il n'y a que nous, les adultes, qui, pour l'instant, posons problème. Donc, rendez-vous dans 2 décennies, non? Merci de ce message, parce que la citoyenneté, ça commence à l'école, ça s'apprend, et effectivement l'inclusion, hein, la possibilité à chacun de bien vivre dans sa commune, chaque fois que peut être supprimé un obstacle, chaque fois qu'on peut travailler sur l'inclusion. Xavier Odo, c'est le travail aussi donc, que vous menez comme maire référent handicap pour, comme nous y invitait Dominique Farrugia, préparer les 20 prochaines années encore plus inclusives. Oui, avec mes collègues. On y est attentif parce que, vous le disiez, on ne peut pas laisser des talents de côté, on ne peut pas laisser des personnes de côté en se disant, finalement, la France se passera de ces personnes-là. Et je crois que ça commence dès le plus jeune âge. La crèche, comment dans les crèches, on a des diagnostics précoces qui vont permettre de prendre en compte le handicap dès le plus jeune âge et de l'accompagner. C'est comment, vous le disiez, entre midi et 2, comment les enfants vont être accompagnés pour aller manger dans les meilleures conditions. Et là encore, les mairies ont tenu le cap depuis un certain nombre d'années. Une commune sur 2 est confrontée à l'accompagnement des enfants différents entre midi et 2 ou pendant le temps périscolaire. Une commune sur 2 a trouvé des solutions. Quelques-uns sont restés au bord de la route parce que c'est difficile, peut-être plus difficilement dans des petites communes que dans des plus grandes, mais les communes se sont mobilisées et souvent, finalement, les AESH qui étaient mis en place par les écoles et donc l'éducation nationale ont été embauchés par les communes dans le temps périscolaire pour continuer l'étayage entre midi et 2 ou le soir pour que les enfants soient dans les meilleures conditions. Alors on l'a fait parce que la commune c'est la proximité et c'est l'humain, donc on va y répondre. On sait que l'État français va bientôt nous rembourser, quand on ne sait pas, mais on sait que ça va être fait bientôt. Et pour une petite commune comme moi où il y a 10 000 habitants, c'est 0,7 ETP d'accompagnement, 25 000 € à peu près, d'accompagnement pour les enfants en situation de handicap. Et puis, je crois qu'il faut aussi pousser un peu les murs de l'éducation nationale pour leur dire « Et si vous ouvriez des dispositifs qui accueillent correctement les enfants ?» Dans ma petite ville, première étape sur le handicap, les enfants en situation de handicap allaient dans la commune d'à côté, donc du transport en plus, et en plus, à la cantine, ils payaient le prix extérieur, parce qu'ils n'étaient pas de la commune résidente, donc ils payaient plus cher. C'est arrangé avec le maire d'à côté pour trouver une solution, mais l'accueil différent et la plus pertinente, c'était d'amener des dispositifs Ulysse pour les enfants des troubles des fonctions cognitives en élémentaire, et puis on a ouvert un UEMA pour les enfants autistes. Et là encore, ce que vous disiez tout à l'heure, des enfants différents dans l'école et qui permettent d'avoir un regard différent sur le handicap. Et quand on pose la question, on a fait un petit film avec Benjamin Laurent qui s'appelle la classe des coccinelles, je vous invite à aller voir. Quand on dit aux enfants « Et ton copain qui est autiste, c'est quoi ?» Moi je suis français, lui il est autiste. Et donc la différence, c'était pas si clair que ça pour lui, mais ils jouaient ensemble et on avait de l'inclusion et c'est ça qui était important. Et l'objectif des communes, c'est d'accompagner tout ça. Et puis comme le disait Dominique Farrugia, on sera peut-être tous à un moment en situation de handicap, mais une chose est sûre, c'est qu'on va tous vieillir. Et nos trottoirs, est-ce qu'ils sont accessibles? Est-ce que quand on part pour se promener, est-ce qu'on a bien un banc pour s'arrêter? Et puis qu'il n'y ait pas d'obstacles qui empêchent le parcours. Est-ce qu'on a un peu d'ombrage parce que les canicules arrivent? Alors le maire de Cannes y est habitué et il a sûrement mis des arbres de partout, mais nous à Lyon ça arrive, donc il faut qu'on travaille aussi là-dessus. C'est tout ce travail-là pour rendre nos communes les plus accessibles possibles, les plus inclusives possibles, et finalement ne laisser personne au bord de la route et avoir finalement tous ces talents qui vont nous apporter chaque jour un peu plus. Merci Xavier Odo. Alors des équipements, mais aussi de la présence des services municipaux qui sont mobilisés.
Et voilà, levez-vous, Xavier Odo, que vos collègues vous voient bien, pour pouvoir vous retrouver, vous contacter par rapport aux initiatives, parce que là aussi, Monsieur le Président, l'important, c'est de partager les bonnes initiatives. Bien sûr, et je suis vraiment très fier et très heureux qu'il y ait cette scène aujourd'hui. Merci Lucie, merci Dominique d'avoir joué le jeu, d'être venu. Hein, vous avez des journées chargées. C'était important pour nous aussi que vous voyez la motivation et la force des maires de France. On a nos problèmes, nos soucis, nos galères. On va en parler dans quelques instants. Mais ceux qui nous regardent, nous écoutent, doivent savoir que plus on portera atteinte à la liberté des maires et des communes, plus on nous empêchera de travailler, moins on sera en mesure de faire avancer ces causes-là. Je le dis sans aucune facilité, c'est une évidence, c'est une réalité. Moi, une des décisions que j'ai dû prendre là, au regard des mesures qui sont annoncées, ça a été de reporter un investissement de voirie. Eh bien, ça va me faire perdre 2 ans sur la mise en accessibilité d'une voirie. C'est aussi simple que cela. Ben, nous, maires de France, nous voulons faire plus, nous voulons faire mieux, et il n'y a pas d'autre façon de faire passer le message pour que nous soyons entendus et soutenus que de faire passer le message des personnes dites porteuses d'un handicap, de montrer le potentiel qui peut être gâché si on ne leur donne pas leur place. Et moi, je tiens toujours à montrer ce message positif, et tu l'as fait, Xavier, et bravo. Et vraiment, du fond du cœur, enfin, on est très, très motivés. On ne va pas faire attendre 20 ans, voilà, hein, Lucie. On va essayer de se retrouver ici dans 10 ans. Alors moi, je ne serai plus président. André nous accueillera, évidemment. Et donc, c'est sûr. Et donc, on aura montré toutes les avancées que nous aurons amenées ensemble pour... André me dit qu'il faut bien que le grand âge soit représenté. Voilà. Donc, les communes de France, c'est les communes qui investissent et qui font en sorte... Peut-être que dans 20 ans, on n'en parle même plus du tout de ces questions-là. Ce soit une évidence. On aura gagné quand on n'en parlera plus. Voilà. Mais aujourd'hui, il faut en parler et on est heureux que vous soyez là pour en parler. Il faut en parler. Les maires sont mobilisés. Merci à Dominique Farrugia, merci à Lucie Carrasco et à Xavier Odo d'avoir été avec nous cet après-midi pour cette cause pour laquelle l'Association des maires de France est mobilisée 20 ans après la loi de février 2005, cette grande loi structurante sur le handicap. L'enjeu est que les personnes en situation de handicap, porteuses de handicap, aient toute leur place dans la société, toute leur place dans la cité. Et Muriel Fabre me le rappelait, l'AMF est à disposition de tous les maires et présidents d'intercommunalité pour accompagner la mise en œuvre de la loi et des exigences, aller au-delà. Nous avons élaboré une charte du handicap qui est particulièrement bien faite et qui traduit cette volonté de l'Association des maires de France sur la question. Merci. Merci. On applaudit Lucie.